Bonjour. Pour la cinquième partie de l'introduction à la politique, grâce aux citations de célèbres penseurs par Jean-Christophe Godin. On va commencer par une citation de Nicolas Machiavel. En politique, le choix n'est pas entre le bien et le mal, mais entre le pire et le moindre mal. À toi, JC. Oui, je ne suis pas exactement d'accord avec Machiavel. Parfois, heureusement d'ailleurs, il y a certains cas où le choix est clairement entre le bien et le mal. Par exemple, Mitterrand en 81, pour l'abolition de la peine de mort, il avait le choix entre le bien et le mal. Ceci étant dit, dans les problèmes politiques les plus graves, ce sont ceux où on a des dilemmes où, grosso modo, on a le choix entre la peste ou le choléra. Et ça, savoir choisir entre la peste et le choléra, c'est quelque chose qui est très nuisible à sa conscience, parce que dans tous les cas, notre choix sera mauvais. Et donc, dans ces cas-là, il faut savoir peser le pour et le contre et savoir choisir malgré tout le moindre mal. À toi, Gilbert. Oui, le moindre mal, oui. Pour le moindre mal, avec Machiavel qui a écrit cette citation-là, on repassera avec lui. La ruse, la tromperie, la cruauté des dirigeants, on retient surtout de lui la fin justifie les moyens. C'est souvent le pire, ça. Récemment là, pendant la guerre en 1945, on a eu l'exemple de deux bombes atomiques sur le Japon. C'était soi-disant un moindre mal pour les Américains. Peu importe qu'ils tuent atrocement des centaines de milliers de civils et innocents, les femmes et les enfants. Il fallait qu'ils arrivent avant les communistes sans perdre de soldats et maintenir leur suprématie capitaliste dans le monde. Ça, c'est terrible. On pourrait donner plein d'autres exemples, hein, comme Hitler avec son eugénisme pour la race pure. Éliminer les malades, les homosexuels, les tziganes, les noirs, les juifs, la racaille communiste surtout, etc. La fin justifiait les moyens. À l'époque, les Anglais ont eu aussi le darwinisme social avec l'esclavagisme. Il faut rappeler que Machiavel a écrit cela à l'époque des grandes découvertes scientifiques, géographiques, cosmologiques. Le monde était bouleversé et ça a ébranlé l'Église. La politique se séparait de la religion et de la morale absolue. Il n'y avait plus de règles qui viennent de Dieu, mais seulement des hommes. C'était le début de l'humanisme, où Machiavel fait semblant de donner des conseils aux princes, mais il en donnait paradoxalement au peuple. Bravo Machiavel, quand même. Deuxième citation d'Aristote. On a une deuxième citation. La politique, c'est l'art de commander à des hommes libres. Qu'en Bien dis-tu, JC? évidemment, Bien évidemment, la politique, c'est à la fois une science et aussi un art. Et il faut toujours se rappeler qu'en politique, on gouverne des êtres humains. Et les êtres humains sont fondamentalement libres. C'est-à-dire qu'il faut toujours se rappeler qu'en période normale, les citoyens obéissent aux lois du gouvernement, mais ils ont toujours la possibilité de s'y opposer un jour ou l'autre. Par exemple, il y a eu la Révolution française de 1789, il y a eu la Révolution russe de 1917, et j'en passe et des meilleurs. Donc, il faut toujours se rappeler que face à nous, nous avons des hommes libres qui peuvent toujours nous dire non. Et ça, il faut toujours que le chef politique s'en rappelle, surtout quand il fait des actions contre la majorité du peuple. À toi, Gilbert. Oui, oui. Ah oui. Est-ce qu'on est libre quand on s'engage en politique? Sûrement qu'à l'époque d'Aristote, la politique, l'économie politique, la géopolitique était moins compliquée qu'aujourd'hui. Quand dit la lutte des classes après Marx, l'économie, la sociologie, les sciences humaines, la sécurité plutôt que la liberté?
la servitude volontaire de la Boétie, dans la société du spectacle marchand de Guy Debord. Pour le sociologue Pierre Bourdieu, nous sommes le produit de notre milieu social, plus ou moins désinformé et cultivé. Est-ce qu'on est libre quand on vote aujourd'hui? Ça, c'est une grande question. Continuons par une citation d'Aristide Briand. La politique est l'art de concilier le désirable avec le possible. À toi, JC. Bien entendu, d'abord en politique, les choses impossibles sont par nature impossibles à faire. Donc, de toute façon, la politique, c'est que de faire des choses possibles. Une fois que ceci est dit, il faut comprendre ce qui est désirable pour un peuple. Qu'est-ce que le peuple désire? Le gouvernant doit satisfaire un maximum de sa population, des désirs de sa population. Quels sont les désirs fondamentaux de la population? Les Romains l'avaient bien compris. C'est d'abord du pain et du jeu, et des jeux, du divertissement, de l'espoir. Donc, le politicien doit essayer de trouver, d'assouvir le maximum de désirs de ses citoyens, tout en restant dans les limites du possible. À toi, Gilbert. Oui. Ben, le député Aristide Briand a réalisé une chose qui semblait impossible auparavant. La fameuse loi de séparation de l'Église et de l'État. Était-ce une utopie, la laïcité, en 1905? N'oublions pas qu'à l'époque, les députés prêtres siégeaient encore à l'Assemblée nationale en soutane noire et idées politiques réactionnaires et conservatrices. Avant qu'on impose les droits de l'homme, la bourgeoisie disait avec les Anglais « pas d'idéal utopique ». Pas de socialisme utopique surtout. Il a fallu concilier le désirable avec le possible, malgré nos désaccords. La philosophie politique aristotélicienne n'est plus désirable en France. Nous avons fait le pari d'une société plus juste et humaniste. On peut se poser la question si ce n'est pas une utopie, vu l'état de la planète aujourd'hui. Enfin, continuons avec une citation de Bismarck. La politique n'est pas une science exacte. À toi, JC. Tout à fait. Pourquoi? Parce que l'être humain est à la fois rationnel et irrationnel. C'est-à-dire que si tous les êtres humains étaient rationnels, la politique pourrait être une science exacte. Mais malheureusement, il y a toujours l'irrationalité d'un être humain. Des fois, c'est coups de folie, ou des fois, il commet un crime ou un délit, ou des fois, il fait n'importe quoi. Il brûle un feu rouge, ou je ne sais pas quoi encore. Donc, la politique doit gérer aussi l'irrationalité de l'homme. Et ça, c'est très, très compliqué. Et donc, forcément, on est soumis à des choses non déterministes, mais plutôt de probabilité et de statistiques. C'est pour ça que ce n'est pas une science exacte et on ne peut donner que des fourchettes de pourcentage. Et on le voit bien en calculant l'opinion politique par les médias. Ça fluctue tout le temps, les opinions politiques, et c'est jamais du 100%. On n'a jamais vu ça, 100% d'opinion politique, toujours d'accord. Donc, la politique n'est pas une science exacte. À toi, Gilbert. Alors oui, évidemment, la politique n'est pas une science exacte, comme le sont uniquement les mathématiques, comme tu dis, je sais. Pas avec les mathématiques, ça c'est une science exacte, mais le reste, non, c'est pas une science exacte. C'est basé sur les statistiques, le conditionnement médiatique. Même aujourd'hui, les sciences humaines, avec l'intelligence artificielle, approchent l'exactitude, mais ne sont jamais sûres de rien absolument, comme les mathématiques. C'est tout un art, la politique, où finalement, il n'y a plus que l'intuition qui décide la fin du processus de réflexion du chef. Voilà. Bon, je pense qu'on a cerné un peu le problème. Alors, merci pour votre attention. Ciao et à bientôt.